bouillonnant de vie. C'est un monde particulier où des milliers d'espèces, bien loin de ce que nous connaissons en Europe, parviennent à cohabiter malgré des conditions parfois bien difficiles. Parcourir la jungle nécessite des connaissances, mais aussi des aptitudes particulières. Avant de débuter notre voyage, j'aimerais te poser quelques questions. Comment définirais-tu la jungle ? Quelle différence y a-t-il entre une jungle et une forêt ? La nuance est importante. Tu ne peux pas te déplacer dans la jungle comme tu pourrais le faire en forêt. C'est un milieu à part, un univers particulier aussi complexe que merveilleux. La jungle est une masse de végétation et d'arbres très denses. Ce petit monde végétal prospère grâce à un climat chaud et humide. Le soleil réchauffe ce biotope singulier de ses rayons et les centaines de cours d'eau nourrissent cette terre fertile. Ce n'est donc pas étonnant que de nombreuses espèces végétales et animales y aient élu domicile. Cependant, cette profusion d'eau, de chaleur et de nourriture ne signifie pas pour autant que vivre dans un tel milieu est un long fleuve tranquille. Au contraire, le chemin de la vie est tumultueux, souvent dangereux. Il faut lutter chaque jour pour sa survie. Oiseaux, mammifères, poissons ou encore insectes ont développé des compétences ou des aptitudes spécifiques pour s'adapter à ce milieu hors norme. On retrouve ce type de paysage tout au long de l'équateur en Amérique du Sud, en Afrique, mais également en Asie. Mais arrêtons-nous là. Toi, tu as l'âme d'un aventurier et tu n'as qu'une envie, parcourir la jungle et partir à la découverte de cet écosystème incroyable. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons explorer les mystérieux recoins des zones chaudes et humides de notre planète, la jungle. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage. J'ai concocté spécialement pour toi un itinéraire complet aux 4 coins du monde. Nous allons débuter notre périple par la jungle amazonienne, puis nous irons au Gabon et au Congo pour terminer notre marche en plein cœur de l'Indonésie, sur l'île de Sumatra. Si elle est une véritable bouffée d'air pour notre planète bleue, c'est loin d'être son unique atout. La forêt amazonienne est la plus vaste du monde. Elle s'étend sur 9 pays et 5,5 millions de kilomètres carrés. Cela représente environ 12 fois la France. Nous sommes environ 8 milliards d'êtres humains sur Terre, mais la forêt amazonienne est peuplée par plus de 400 milliards d'arbres à elle seule. Si tu ne prends pas un peu de hauteur, tu auras sans doute beaucoup de mal à imaginer l'étendue de cette forêt imposante. Tu vois, ici tu peux apercevoir la France, petit pays bordé par l'océan Atlantique. Maintenant, porte à nouveau ton regard sur les Amériques, de l'autre côté de cet océan. Regarde combien cette surface verdoyante semble courir à travers tout le nord du continent. Rien que dans cette région du globe, il y a 16 000 espèces différentes de plantes, d'arbres et de fleurs. Ces spécimens uniques parcourent les millions de kilomètres carrés qui couvrent la forêt tropicale. Selon les scientifiques, un arbre pourrait accueillir jusqu'à 10 000 insectes. C'est une effervescence de vie qui règne dans chaque centimètre carré de la forêt pluviale la plus vaste du monde. Si elle abrite des milliers d'espèces absolument incroyables, chacune d'entre elles ne compte pas forcément beaucoup d'individus. La forêt est luxuriante et tu t'imagines sans doute que cette richesse rime avec profusion et prospérité. Le soleil fournit l'énergie et la chaleur, et l'eau est une ressource abondante dans la région. Tout est réuni pour que la vie grouille du sol à la cime des arbres. Mais détrompe-toi, c'est également un milieu très complexe dans lequel il n'est pas toujours facile de se mouvoir et où les prédateurs sont nombreux. Pour le plus petit insecte comme pour le plus grand mammifère, la vie est toujours un combat dans la jungle.
Ici, la forêt est dense. Même sous les grands arbres, la végétation est très présente. Difficile de se frayer un chemin. C'est sans doute pour cette raison que l'on retrouve peu d'animaux de grande taille dans cette région tropicale. Rares sont ceux qui sont parvenus à s'adapter à cette végétation si dense et invasive. Le jaguar y a pourtant élu domicile. Discret et intelligent, c'est très compliqué de pouvoir admirer l'animal dans son milieu naturel. Pour avoir ce privilège, tu dois te montrer parfaitement calme et surtout être le plus discret possible. Ne bouge plus, respire calmement. Cale ton souffle au rythme de la nature. Voilà, c'est parfait. Maintenant, écoute et observe. Tu perçois ces mouvements dans les feuillages. Ils sont quasiment imperceptibles, mais si tu observes bien la nature environnante, tu sauras les percevoir. Ce n'est pas le fruit du vent. Il est très peu ressenti sur cette surface du globe. Non, ces petits mouvements dans les feuilles de rorquo sauvage et de labios de novia sont bel et bien ceux d'un animal et pas n'importe lequel. Regarde comme le mouvement semble silencieux, souple, juste et précis. Tu dois être capable de deviner à présent la silhouette féline de l'animal. C'est le plus emblématique de la forêt amazonienne, le jaguar. Peu d'hommes ont eu l'occasion d'admirer un animal si remarquable au beau milieu de la jungle. Il fait partie de 5 grands félins de notre planète, aux côtés du tigre, du lion, de la panthère et du léopard. Le regard de cet animal est à la fois mystérieux et charismatique. Il impressionne par son attitude, mais aussi par sa carrure. Du haut de ses 2 mètres de long et de ses 160 kilos, ce mâle semble être le roi de la forêt. Son nom tient par ailleurs ses origines d'un mot indien signifiant « celui qui tue d'un bond ». Et crois-moi, sa réputation est à la hauteur de son nom. Tous ses attributs physiques semblent être un atout pour la chasse. Une ouïe développée, un œil vif et perçant, des griffes acérées, de puissantes mâchoires, des canines parfaitement aiguisées, une grande souplesse et des muscles puissants, alliant force et vitesse d'action, voici les traits caractéristiques de ce félin. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il règne en maître dans cette partie de la forêt. Contrairement aux autres félidés, le jaguar est un bon nageur. Si tu le vois hésiter à traverser ce petit cours d'eau, ce n'est pas parce qu'il doute de ses capacités physiques, mais plutôt parce qu'il se doit d'être prudent s'il tient à sa propre vie. Ici, les eaux boueuses peuvent être très dangereuses. L'anaconda est souvent niché dans le fond de ces eaux. Le jaguar sait qu'il est loin d'être le seul prédateur de la jungle à apprécier ces rivières pour chasser. Si tu n'es pas constamment sur tes gardes, une simple petite erreur d'inattention peut être fatale. Dans l'eau, le jaguar est sur le qui-vive, toujours aux aguets du moindre bruit ou mouvement suspect. Sur la terre ferme, en revanche, il ne semble plus aussi fragile, bien au contraire. Il marche d'un pas assuré. Il se déplace avec beaucoup de confiance et d'aplomb, car il a pleinement conscience de ses capacités de chasse hors normes. Le capybara ne le sait que trop bien, il l'a appris à ses dépens. Mais il n'est pas le seul à devoir se méfier du félin. La petite troupe que tu vois ici patauger gaiement dans les boues doit elle aussi être sur ses gardes. En effet, les pécaris à lèvres blanches sont l'un des mets favoris du jaguar. Ce sont des petits sangliers qui sont d'un naturel assez bruyant si l'on compare le calme dont notre félidé fait preuve. Mais s'ils sont de grands bavards, c'est pour une très bonne raison, leur survie. Ils communiquent entre eux afin de prévenir le reste de la troupe en cas de danger, potentiel ou imminent. Cet animal trapu et massif vit en harde. Grâce à une glande à musc située sur leur croupe, les pécaris laissent une odeur singulière en se frottant les uns les autres. C'est une marque d'appartenance à la harde.
Il mesure entre 75 et 140 cm de long et 50 cm environ au garrot. Il te semble sans doute bien chétif à côté du jaguar. Pourtant, le félin sait qu'il doit se méfier de la harde. Effectivement, les pécaris sont dépourvus de défense, contrairement à certains sangliers, mais ils ont des canines parfaitement aiguisées. S'ils préfèrent la fuite, ils n'hésiteront pas à en découdre avec le prédateur en cas d'attaque de front. Ils utilisent alors un claquement de dents très particulier pour prévenir le trouble fait de leur attaque imminente. Le jaguar ne s'y frottera pas. S'il a sans nul doute l'avantage physique d'un prédateur redoutable, équipé pour la chasse, ils ont l'avantage du nombre. Le félidé doit faire preuve de patience, mais aussi de stratégie. Il ne pourra chasser que si un individu un peu trop confiant s'éloigne du groupe. Un autre mammifère iconique de la jungle amazonienne se méfie du grand félin. C'est le capybara. Il est sans doute l'un des plus grands rongeurs de notre planète. Il mesure facilement 1 mètre de long et peut atteindre les 50 kg pour les femelles. Les capybaras le savent, ils sont des proies faciles. L'évolution dans ces régions tropicales a été plus importante que partout ailleurs pour survivre. La majorité des espèces ont développé des capacités hors normes pour pouvoir survivre. Pour certains, ce sont des stratagèmes de chasse, pour d'autres, des attributs physiques de défense ou de camouflage, et pour notre capybara, c'est la rapidité avec laquelle il devient autonome. Seulement 1 semaine après sa naissance, le petit capybara va arrêter de téter et se diriger vers la nourriture classique. Dans la jungle, il ne faut pas être fragile et dépendant trop longtemps au risque de devenir une cible pour les prédateurs. Le capybara est pleinement adapté à son milieu. Comme tu peux le voir, il est parfaitement à l'aise dans l'eau. Il a des pattes semi-palmées, mais aussi une gueule équipée pour le milieu aquatique. Les yeux, les narines et les oreilles sont situés sur le dessus de la gueule. Le capybara laisse ainsi ses organes hors de l'eau lorsqu'il nage. Il peut voir ou entendre le danger arriver et se préparer à la fuite. Regarde comme ces jeunes capybaras semblent heureux dans l'eau. Il faut dire que l'eau est un élément essentiel pour eux. C'est sous les flots que les plus belles parades amoureuses ont lieu entre un mâle et une femelle. Il y a fort à parier que ces 2 jeunes sont partis pour se déclarer leur flamme et perpétuer leur espèce. Mais si la parade est belle, elle est de courte durée. Cela ne dure que quelques secondes. Oui, tu as bien entendu. Une petite poignée de secondes suffit pour que la femelle soit fécondée. Aucun des 2 jeunes rongeurs ne souhaite prendre le risque d'attirer l'attention sur eux et devenir le petit déjeuner d'un anaconda. 5 mois plus tard, elle donnera naissance à 2 petits, peut-être plus. Chez les capybaras, c'est l'un des mâles qui est le chef de la tribu. C'est une espèce patriarcale. Mais ils ont malgré tout le sens de la famille. Si le mâle peut s'accoupler avec plusieurs femelles, ça ne dérange pas le moindre du monde que l'inverse se produise. Les femelles peuvent donc s'accoupler avec plusieurs individus, même si elles ont déjà un petit en bas âge. Enfin, dernière petites anecdotes sur ce rongeur géant. Les femelles s'occupent aussi bien de leurs propres petits que ceux des autres femelles. Elles peuvent également allaiter un petit qui n'est pas le leur, sans que cela ne pose un problème. Lorsqu'on est fragile, c'est l'union qui fait la force dans la jungle. Oh, attention, juste derrière toi, une araignée Goliath. Elle porte bien son nom. Grosse et dangereuse, l'araignée Goliath fait la taille d'une assiette, soit 30 cm d'envergure et 170 grammes. Pas besoin d'être arachnophobe pour être effrayé devant un tel spécimen. Elle troque les mouches et autres petits insectes pour s'offrir souris et petits oiseaux au menu. Si elle a pour habitude de se tenir en embuscade pour chasser, ce n'est pas son seul attribut de guerrière hors pair. Lorsqu'elle se sent en danger, prise en guet-apens,
l'araignée Goliath frotte son abdomen. Des dizaines et des dizaines de petits poils se dispersent alors autour d'elle. Chacun d'entre eux est très pointu et très urticant. Des douleurs atroces et des démangeaisons intenses surprennent alors les victimes. Mais elle a également un dard qui lui permet de piquer sa proie. Le venin se propage et en quelques minutes, les organes vitaux cessent de fonctionner. Il vaut mieux s'en éloigner. Une autre araignée des environs, bien plus petite et sans aucun doute inoffensive, est connue dans la région pour ses prouesses architecturales. Approche et observe ce tronc, ou bien encore le dessous de cette feuille. Cette plante à feuilles larges abrite une œuvre de soie tissée par une araignée minuscule. Comme quoi, dans la jungle, tout n'est pas seulement une affaire de taille. On appelle ces monuments de soie des structures de Silkhenge, car ils ressemblent étrangement aux structures de Stonehenge, ce monument mégalithique circulaire. Notre petite araignée, qui n'est pas encore identifiée par les scientifiques, construit tout d'abord un dôme autour de ses œufs. Si la majeure partie des espèces d'arachnides pondent des dizaines voire des centaines d'œufs, ce n'est pas le cas de celle-ci. Elle pond seulement entre 2 et 4 œufs. C'est sans doute pour cela qu'ils sont si précieux pour elle et la survie de son espèce. Pour protéger les futurs petits, la jeune mère confectionne un dôme en forme de flèche sur le dessus des œufs. Ensuite, elle crée une barrière circulaire tout au long de la flèche, et cette formidable structure de la taille d'un pouce permet de protéger les œufs des acariens et autres petites bêtes. Poursuivons le long de ce cours d'eau. C'est l'un des affluents de l'Amazone. Tiens, regarde, voilà un poisson dont tu dois absolument faire la connaissance. Je te présente l'arowana argenté. Ce poisson vit généralement à la surface. C'est pour cela que nous avons pu facilement déceler ses mouvements dans l'eau. Tout en muscles, il est doté de capacités incroyables. Omnivore à tendance carnée, il n'hésite pas à chasser pour se nourrir. S'il mange principalement de petits poissons, il chasse également hors de l'eau. Oui, tu as bien entendu, en dehors de l'eau. Regarde ce qu'il est capable de faire. D'un seul bond, il attrape sauterelles, fourmis et autres coléoptères. Doté d'une vue perçante, il parvient facilement à détecter le moindre insecte posé tranquillement sur une feuille ou une brindille. Dès que l'animal est à sa portée, il saute et n'en fait qu'une seule bouchée. Ses muscles lui permettent d'être à l'aise dans l'eau, mais également de se propulser suffisamment pour bondir de la surface jusqu'à 2 mètres de haut. Il est un prédateur redoutable contre les petits insectes de cette forêt, mais il lui arrive également de s'attaquer à de petits oiseaux venus se poser trop près d'un point d'eau pour étancher leur soif. La jungle amazonienne est traversée par le fleuve Amazone, mais aussi par de nombreux affluents comme le Rio Madeira, le Rio Negro, le Tapajós ou encore le Purus, pour ne citer qu'une petite poignée d'entre eux. Cela représente des milliers de litres cubes d'eau douce. Si elle profite aux mammifères, c'est également un lieu de vie privilégié pour beaucoup de poissons et de grenouilles de toutes sortes. Dans ce cours d'eau vit également un piranha. Le piranha est victime de sa mauvaise réputation. Mais tu n'as rien à craindre ni de celui-ci ni des autres d'ailleurs. Au vu de sa taille, ce n'est pas le genre de poisson à s'attaquer à l'homme. Tu dois également savoir qu'il y a finalement très peu d'espèces de piranhas carnivores. Certaines d'entre elles sont herbivores, tandis que d'autres s'occupent de nettoyer les cours d'eau et sont plutôt considérées comme des charognards. Celle que tu aperçois ici en fait partie. Grâce à son odorat très développé, le piranha peut facilement détecter la présence d'un cadavre. Vivant en groupe, les poissons s'attaquent alors à l'animal en putréfaction et nettoient le cours d'eau. Si tu remontes un peu plus haut le cours d'eau, tu verras peut-être un piranha à ventre rouge. Celui-ci fait partie des espèces carnivores.
Ce type de poisson s'attaque à des proies à sa portée, autrement dit, rarement à l'homme. Il est très bien équipé, mais seulement pour gagner la partie face à d'autres poissons de son gabarit. Les dents sont pointues et la mâchoire puissante. Une attaque laisse peu d'espoir de survie à leur victime. Poursuivons notre marche le long du cours d'eau. Aussi fascinant qu'effrayant, voici une des espèces d'anaconda. Celle-ci fait partie de la famille des serpents constricteurs. Contrairement aux serpents venimeux, ces derniers étouffent leur proie à l'aide de leur corps pour chasser et se nourrir. Celui que tu vois se déplacer sur le sol est un anaconda vert. Il fait partie des 4 espèces d'anaconda présentes sur le territoire aux côtés de l'anaconda de Bolivie, l'anaconda jaune et l'anaconda à taches sombres. L'anaconda vert, appelé également grand anaconda, peut atteindre près de 9 mètres et peser jusqu'à 250 kg pour les plus beaux spécimens. Du genre renect, ce serpent est un très bon nageur. Il peut se déplacer aussi facilement dans l'eau que sur la terre ferme. D'une belle couleur vert-olive tirant sur le jaune dans la zone du ventre, le grand anaconda se fond dans le décor. C'est le camouflage parfait pour se déplacer dans la végétation luxuriante de la jungle amazonienne. Puissant et réactif, il laisse très peu de chance à sa victime de s'en sortir. Une fois qu'il enserre sa proie, il ne lâche plus. Au contraire, il presse de plus en plus fort sa proie jusqu'à ce que celle-ci lâche enfin son dernier souffle. L'anaconda fait partie des plus grands prédateurs de la forêt. Il peut s'attaquer à des tapirs, des caïmans, des biches, des capybaras ou bien encore des tortues. Son terrain de jeu favori pour la chasse, c'est les marécages et les abords des fleuves. Lorsqu'un animal s'approche près du rivage pour se désaltérer ou se rafraîchir, l'anaconda géant se tient en embuscade. Il s'enroule autour de sa proie et l'étouffe avant de la gober entièrement. Scrutons à présent le sol et les feuilles basses. Dans la forêt, il existe de nombreuses mares, temporaires ou permanentes, telles que celle qui se trouve juste devant nous. Cet endroit est l'habitat naturel de la rainette aux yeux rouges. Cet incroyable spécimen amphibien vit seul. Il se repose la journée à l'ombre des plantes à larges feuilles. Il s'active au crépuscule et durant la nuit pour chasser des insectes. Le gourmand se nourrit par exemple de moustiques, de coléoptères et de larves. La rainette se déplace en sautant de branche en branche. Ses bonds peuvent atteindre 1 mètre de long lorsqu'elle se sent en danger. Ses yeux sont particuliers. Tu as sans aucun doute remarqué le rouge intense de ses yeux. Mais ce n'est pas leur seule singularité. Lorsqu'elle ferme les yeux, elle peut percevoir un minimum son environnement. Sa paupière inférieure est rayée de jaune et transparente. Ce petit atout morphologique lui permet donc, même les yeux fermés, d'apercevoir ce qui se passe autour d'elle. Poursuivons notre voyage pour rencontrer un autre amphibien, qui lui aussi est très particulier. Poisson, lézard, amphibien ? Difficile de définir cet étrange animal, n'est-ce pas ? Je vais t'aider un peu. Il s'apparente à la salamandre tigrée que tu connais peut-être déjà. C'est un axolote. Il ressemble à un poisson sur lequel on aurait greffé des pattes. C'est à la fois surprenant et très étrange. En fait, il a cette apparence particulière car contrairement aux autres amphibiens dont il fait partie, il reste à l'état larvaire. Il ne passe pas par la case tétard pour devenir adulte. Il ne subit aucune métamorphose. Il conserve également des branchies externes, c'est la petite corolle que tu peux voir tout autour de sa tête. Le fait qu'il ne semble pas avoir totalement terminé son évolution peut te paraître un peu étrange. Mais Mère Nature l'a doté de capacités incroyables. C'est d'ailleurs pour ces différentes aptitudes que les scientifiques et les chercheurs s'intéressent de près à ce petit être étrange.
il peut régénérer des membres et même des organes. C'est l'une des rares espèces à pouvoir recréer de façon autonome des parties du corps. Comme tu peux le voir, la nature est aussi surprenante qu'exceptionnelle. L'Amazonie abrite au moins 10% de la biodiversité mondiale connue et des centaines de milliers d'espèces d'insectes. Les mammifères, les oiseaux ou encore les reptiles ont trouvé ici refuge. Malgré des conditions de vie extrêmement difficiles, chacun a évolué afin de trouver le moyen de survivre dans cette jungle hostile. Tiens, regarde cet étrange lézard sur l'eau. Tu as vu la manière dont il se déplace pour traverser ce plan d'eau ? Il est rapide. As-tu eu le temps de le voir ? C'est un animal extraordinaire, voire insolite. Il en est presque risible. Il est si rapide qu'il semble capable de marcher sur l'eau. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu le surnom de lézard Jésus-Christ. Le basilic vert est un lézard capable de fondre dans la nature. Il est très difficile à observer dans la nature tant son camouflage est réussi. S'il vit la majeure partie du temps dans les arbres pour se nourrir ou profiter de la chaleur du soleil, il réside toujours près d'un point d'eau. Vulnérable, lorsqu'un prédateur se pointe à l'horizon, notamment des rapaces, son arme de défense est la fuite. Il bondit alors sur l'eau et court à un rythme impressionnant, 1,5 mètres par seconde. Au vu de son poids, 200 grammes environ à l'âge adulte, il serait incapable de marcher sur l'eau sans cette vitesse impressionnante. Ses 3 longs doigts palmés sur ses pattes arrière font toute la différence. Il n'utilise d'ailleurs que ses pattes arrière pour se mouvoir sur l'eau. Lorsqu'il frappe l'eau avec sa patte gauche, il crée des bulles d'air qui lui permettent de se propulser plus loin, et il fait de même avec la patte droite, et ainsi de suite. La nature est vraiment étonnante. Si certains sont dotés de rapidité, d'autres jouent sur un autre tableau pour ne pas subir les conséquences des prédateurs. Les fourmis sont réputées pour leur sens de la hiérarchie, leur courage et leur capacité de travail. Certaines espèces sont coriaces et constituent une armée redoutable et redoutée de tous. Elles n'hésitent pas à attaquer des proies 10 fois plus imposantes qu'elles. L'une d'entre elles remporte la première place sur le podium de la douleur, et haut la main. La souffrance générée par la morsure est l'une des plus fortes et des plus intenses au monde. C'est celle de la fourmi balle de fusil que nous allons tenter de repérer sur ce sol couvert de feuilles et d'houmous. La fourmi balle vit en petites colonies d'une dizaine d'individus. Elle niche au pied des troncs des gros arbres ou entre leurs racines épaisses. Elle est insectivore, mais très agressive. Il n'est donc pas rare qu'elle s'attaque à quiconque ose la déranger. La fourmi balle de fusil ne tient pas ce nom par hasard. Sa morsure est tellement forte et douloureuse qu'elle ressemble à celle provoquée par un tir de balle. La souffrance dure généralement 6 heures en moyenne, mais elle peut s'étendre jusqu'à 24 heures. La taille de cette fourmi est tout aussi impressionnante que sa piqûre. Elle fait partie des espèces de fourmis géantes. Les simples ouvrières mesurent entre 18 et 25 mm, soit plus de 2 cm. Si la douleur est si intense, c'est parce que le venin couplé à la morsure est chargé d'acide formique, comme beaucoup de fourmis, mais également d'une neurotoxine très puissante. L'entomologiste américain Justin Orwell Schmidt a établi une échelle de douleur de piqûre d'insectes qui porte son nom. Cette échelle s'établit de 1 à 4, 4 étant la douleur la plus forte. Celle de la fourmi balle est la piqûre d'insecte la plus douloureuse au monde. Pour la petite anecdote, le scientifique s'est fait piquer par près de 150 espèces de guêpes, fourmis et abeilles pour créer ce terrifiant palmarès. Poursuivons notre étude du sol équatorial à la recherche d'une autre espèce de fourmi, cette fois plus amicale, la fourmi coupe-feuille.
Emblématique du Costa Rica, cette fourmi constitue des colonies impressionnantes. Une seule et même colonie peut compter jusqu'à 2 millions d'individus. Les plus petites colonies comptent au minimum 100 000 fourmis. Ces fourmis fascinent par leur activité. Elles sont de véritables agricultrices. Pour leur dur labeur, ces fourmis ont constitué différentes castes. Chacun a un rôle à jouer pour le bien de la colonie. Les plus petites ouvrières restent dans la fourmilière. D'autres fourmis, des ouvrières un peu plus grandes, sont nommées patrouilleuses. Elles surveillent les environs et donnent l'alerte en cas d'attaque. Les fourmis-soldats se tiendront prêtes. Ces gardes restent toujours aux côtés de la reine qui pond environ 50 000 œufs durant la période de ponte, de mai à juin. Les plus grosses fourmis sont des cueilleuses. Ce sont celles que l'on repère le plus facilement. Elles transportent des morceaux de feuilles 10 fois plus gros qu'elles. Les cueilleuses rapportent leur butin jusqu'à la fourmilière. Et c'est là que le plus incroyable se produit. Contrairement à beaucoup d'espèces, elle ne se contente pas de ramasser sa nourriture, elle la cultive. Les feuilles vont être mastiquées et mélangées à d'autres substances pour concevoir un substrat propice au développement d'un champignon. Et c'est de ces champignons que les fourmis se nourrissent. Elles sont essentielles à la biodiversité de la forêt amazonienne. Selon les scientifiques, elles seraient responsables de près de 30% du nettoyage et du compostage de la forêt. Si elles sont courageuses et très travailleuses, ce n'est pas le cas de tous les animaux de cette jungle. Tu ne peux pas traverser la forêt sans rencontrer le paresseux. Réputé pour sa lenteur et sa nonchalance, il est l'un des nombreux animaux emblématiques de cette forêt. S'il fait partie des animaux les plus lents, il est aussi l'un des mammifères les plus anciens du monde. Le paresseux serait apparu il y a 60 millions d'années. Celui que nous apercevons juste au-dessus de notre tête est un paresseux à gorge brune. L'activité du paresseux est très lente et limitée. Il se repose environ 14 heures sur une journée. Ses activités principales sont la cueillette de feuilles pour se nourrir et la digestion. Les feuilles n'ont cependant pas de grande valeur nutritive. C'est pourquoi notre paresseux doit en manger une grande quantité pour subvenir à ses besoins. Ses griffes lui servent à grimper aux arbres, se suspendre ou rapprocher une grappe de feuilles. Sa digestion est longue. Il ne fait ses besoins qu'une seule fois par semaine. C'est sans doute le moment pour ce jeune mâle, on dirait. C'est en effet la seule occasion où le paresseux descend à terre. Il creuse un petit trou et fait ses besoins, de petites crottes sèches, puis entame sa longue et lente remontée. Malgré sa mollesse, le paresseux est un très bon acrobate. Les gestes sont langoureux mais précis. Il peut passer facilement d'une branche à l'autre en étant suspendu que sur 2 pattes le temps d'atteindre la prochaine. Ses griffes lui apportent la prise et le maintien nécessaire. Il peut ainsi se déplacer, mais également se nourrir et se reposer uniquement dans les arbres. Au sol, il est bien trop fragile et vulnérable. D'autres animaux ont élu domicile dans les arbres. Certains d'entre eux, des perroquets notamment, ont choisi le plus haut niveau de la canopée. Entends-tu ces cris ? Ce sont des perroquets, ou plus précisément des haras. Il en existe une grande variété ici en Amazonie. Il y a l'ara hyacinthe, l'ara de Léar, l'ara bleu, l'ara rouge, l'ara vert et enfin l'ara à ailes vertes. Nous allons devoir prendre un peu de hauteur pour savoir lequel d'entre eux occupe la cime de ces arbres et chante aussi fort. En effet, cet oiseau arboricole passe le plus clair de son temps sur les branches des arbres pour se nourrir de noix et de fruits. En vol, il est magnifique. C'est un ara bleu. On l'appelle également ara ararona ou ara bleu et jaune en raison des couleurs de ses plumes. Malheureusement, il est très rare de pouvoir encore l'apercevoir à l'état sauvage. Victime du commerce, de la chasse et du braconnage, de nombreux aras sont menacés d'extinction. Tiens, regarde ce petit groupe d'aras à ailes vertes. On les appelle également arachloroptères. Leur vie semble si paisible ici, n'est-ce pas ?
le calme règne sur les hauteurs des arbres. C'est magnifique de les voir voler ainsi en pleine nature. Si les fourmis participent au compost, un autre oiseau connu de la forêt amazonienne a également son rôle à jouer dans le nettoyage de la forêt. Le Sarcoramphe roi est un charognard. Tu le devines sûrement à son cou dépourvu de plumes. Il est surnommé le vautour pape. Si la majorité de son corps est de couleur blanche, la pointe des ailes et de la queue est grise ou noire. Le volatile se nourrit quasi exclusivement de charognes dont il mange la peau, le cartilage et les ligaments grâce à son bec puissant. Il se perche en haut des arbres morts pour avoir une vue imprenable sur son environnement. Il plane régulièrement à de hautes altitudes en quête de nourriture. Celui-ci semble avoir trouvé de quoi constituer son festin du jour. Laissons-le déguster son repas. Il est temps pour nous de partir. Rassure-toi, notre voyage est loin d'être terminé pour autant. Nous allons quitter le continent américain pour rejoindre la terre des lions. C'est en effet l'Afrique qui nous attend. La forêt tropicale africaine regorge de créatures exceptionnelles. Elle fait 3 fois la taille de la France et s'étend sur plusieurs pays au niveau de l'équateur. La plus grande partie de la jungle équatoriale se situe au Congo, au Gabon, au Cameroun, mais aussi sur l'île de Madagascar. Les jungles accueillent parfois plus d'espèces d'arbres différentes sur un demi-kilomètre carré que dans toutes les forêts tempérées d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie réunies. Avec une température entre 27 et 28 degrés Celsius et un climat humide, la forêt africaine abrite une grande diversité d'espèces animales et végétales. La biodiversité de cet écosystème particulier ne cesse chaque jour de surprendre un peu plus les chercheurs et les scientifiques à travers la découverte de nouvelles espèces. Tout comme en Amazonie, s'il y a des arbres hauts, c'est la végétation basse qui est la plus dense et la plus variée. La jungle se développe en couches successives selon un schéma vertical. Les arbres les plus hauts, parfois plus de 40 mètres de hauteur, forment la canopée. Ces géants reçoivent directement les lueurs du soleil. Ils profitent pleinement de sa chaleur et de l'énergie qu'il dégage. Entre eux, tu peux apercevoir tout un réseau de lianes qui semblent galoper de branche en branche. Elles constituent un lien inébranlable entre tous ces arbres majestueux. Elles forment également un véritable parc de jeux pour tous les volatiles de la forêt et une barrière protectrice pour de nombreux autres animaux. Un peu plus bas, dans les strates inférieures de la forêt, des plantes, des arbustes et des fleurs emplissent les sous-bois. Il n'y a jamais aucun vide dans la jungle, la végétation est partout. La mousse tapisse les troncs et les roches, et les feuillages des différentes plantes s'entremêlent pour ne laisser aucun espace vacant entre elles. La nature n'est jamais nue, la végétation est partout. Si elle permet d'offrir une multitude d'abris et une source de nourriture intarissable, elle est aussi sombre et effrayante. La lumière ne semble pas pouvoir parvenir à percer les différentes couches de cette jungle immense. La forêt peut montrer ses plus belles facettes, mais aussi les plus hostiles et dangereuses. Si les ressources sont abondantes ici, elles ne s'obtiennent qu'au prix d'une lutte perpétuelle et acharnée. Les différentes espèces de cet écosystème ont développé des mécanismes de survie hors du commun. Certains ont élaboré un stratagème de chasse infaillible. D'autres sont de véritables as du camouflage ou ont des attributs de défense redoutables, comme du venin par exemple. Si les capacités divergent, ils ont tous en commun une capacité d'adaptation extraordinaire. Voici une Triphyophyllum peltatum. Cette plante d'environ 60 cm arbore de jolies fleurs blanches-oranges lorsqu'elle est en floraison. Mais ce n'est pas pour son esthétisme que je souhaitais te présenter ici. Observe bien et tu t'apercevras qu'elle est tout à fait étonnante et surprenante. La Triphyophyllum est une plante carnivore. Je suppose qu'elle est loin de l'image que tu pouvais te faire de ce genre de plante,
Mais malgré sa silhouette ordinaire et sa grande discrétion, c'est bel et bien une plante carnassière. Elle semble tout à fait inoffensive à première vue, et rassure-toi, tu n'as absolument rien à craindre d'elle. Mais ce n'est pas le cas de tous dans cette forêt. Les insectes doivent être suffisamment alertes pour ne pas être inscrits au menu du jour. Vois-tu ces fines tiges sortir de la plante ? Chacune d'elles est recouverte par des petits poils. Ils ressemblent à des cils fins et courts. Ces cils sont glanduleux, c'est-à-dire qu'ils sécrètent un liquide. Pour les insectes, cela pourrait s'apparenter à du nectar. Certains s'y laissent d'ailleurs prendre. L'insecte est alors piégé sur la tige. Il est collé et ne pourra plus s'en défaire. Commence pour la plante la phase de digestion. Elle se nourrit de ces insectes que la gourmandise a menés à leur perte. Toute cette diversité de végétation, les innombrables sources d'eau et les rayons de soleil qui traversent de part en part la forêt font de la jungle un lieu bouillonnant de vie. La végétation y est luxuriante, les insectes pullulent, les mammifères y trouvent de quoi s'abriter et de la nourriture en abondance. Mais si elle rassemble les conditions idéales pour y développer la vie, la forêt tropicale africaine n'en reste pas moins fragile et complexe. Pour admirer et comprendre la jungle, il te faut être observateur. La nature ne livre pas ses secrets aussi facilement. Regarde cet écrin de verdure vu du ciel. N'est-ce pas impressionnant, vu d'en haut ? Que dirais-tu maintenant de pénétrer dans l'un des plus beaux joyaux de la nature ? Es-tu prêt pour cette nouvelle aventure ? Avance à pas de loup, sois discret. Imprègne-toi des odeurs, du bruit, des sensations que procure la forêt et laisse-toi guider. Nous allons maintenant pénétrer dans le parc Virunga. Il est situé à l'est du Congo, près du Rwanda et de l'Ouganda. Inscrit au patrimoine de l'UNESCO, ce parc est sans doute l'un des plus importants d'Afrique. Il permet à des centaines d'espèces de mammifères, d'oiseaux, de reptiles et de primates de vivre en paix. Protégé par de nombreux rangers armés, il faut un permis pour être autorisé à visiter l'endroit. Il existe 2 espèces de gorilles dans le parc, le gorille des plaines et le gorille des montagnes. Leur alimentation, leur pelage et leur morphologie sont sensiblement différents. La fourrure est plus fournie en montagne, le visage est plus long et la poitrine plus large. Les gorilles vivent en groupe d'une dizaine d'individus sous la protection du patriarche, le dos argenté. Si tu souhaites les apercevoir, il te faudra faire preuve de patience, mais surtout de respect. Le mâle ne te pardonnera aucun écart. C'est une force tranquille, il vit en harmonie avec la nature et veille avec sagesse sur les siens. Tant que tu respectes une distance suffisante et que tu ne le fixes pas dans les yeux, il tolérera ta présence. Si le lion est le roi de la savane, le gorille est sans aucun doute l'empereur de la forêt. Le dos argenté a un regard perçant et charismatique. Pour autant, il n'effraie pas, il semble plutôt imposer le respect et l'administration. Cette force de la nature, musclée et puissante, ne joue pas de ses avantages inutilement. Il préfère opérer avec sagesse de son charisme et maintenir ainsi le calme et la paix dans le groupe à travers son attitude et sa posture. Mais s'il sent un danger, la peur et la colère transforment instantanément son visage. Rien ni personne ne pourra arrêter le patriarche dans sa course pour préserver les siens. D'ailleurs, si tu observes bien le dos argenté, tu verras que malgré son semblant de quiétude, assis tranquillement contre cet arbre, son regard est toujours mobile. Il passe en revue tous les membres du groupe afin de s'assurer que tout va bien pour chacun d'entre eux, notamment cette jeune femelle et son petit. Les gorilles se déplacent à travers un large territoire. Au fil de leurs mouvements, ils disséminent les graines des fruits qu'ils consomment et participent à la régénération de la forêt. Ce sont de formidables jardiniers.
ils sont tout aussi importants que nos abeilles dans cet écosystème hors norme. Même si ce sont des animaux puissants et impressionnants, ils se nourrissent uniquement de fruits, de feuilles, de racines, de jeunes pousses et de quelques termites. Ce sont également des êtres pacifiques et sociaux. Ils forment des petits groupes où chacun prend soin l'un de l'autre sous la houlette du dos argenté. Si un autre mâle ou un prédateur s'attaque à la famille du gorille, les mâles n'hésiteront pas à s'allier au dos argenté pour une lutte sans merci afin de préserver les leurs du danger. Quittons maintenant ces jardiniers de la forêt pour rencontrer un autre membre de la famille des grands singes, le bonobo. Le bonobo fait partie de la famille des grands singes. Cousin du chimpanzé, il se distingue par sa face plus foncée, ses lèvres roses et son pelage un peu plus dense et fourni sur la tête. Si jusqu'ici nous nous sommes intéressés aux lieux de vie et aux modes d'alimentation des animaux et insectes que nous avons pu rencontrer, j'aimerais cette fois que l'on s'attarde sur leur capacité de socialisation. Les grands singes, et en particulier les bonobos, sont des animaux communautaires exceptionnels. Le langage corporel de ces grands singes est relativement semblable au nôtre. On peut remarquer des similitudes dans le comportement et dans l'attitude. Ils sont capables de nouer des liens très forts entre les membres d'une même tribu. Il y a bien sûr le lien maternel, comme tu peux le voir chez cette jeune femelle et son petit. Cette femelle accepte de jouer avec ce petit sur son ventre, comme pourrait le faire une mère et son enfant humain. Mais il y a également des amitiés qui se créent. Regarde comme ces jeunes jouent entre eux. Les plus débrouillards et les plus éveillés taquinent même les adolescents et les adultes. C'est à ce moment précis que les premiers liens affectifs se tissent. Patients, les membres du groupe ne les disputent que rarement et participent tous à leur éducation. Les comportements se rapprochent de ceux des hommes. Chez les adultes, tu peux également voir qu'il y a une entraide et une solidarité permanente. Les uns prennent soin des autres, sans distinction d'âge ou de sexe, notamment pour l'éducation, la quête de nourriture ou l'épouillage. Cette activité tient d'ailleurs finalement plus de l'ordre de la socialisation que du soin. Elle permet de renforcer les liens, d'apaiser les tensions et de maintenir une cohésion de groupe. Pour maintenir la paix dans la tribu, ce sont les femelles qui exercent le rôle de décisionnaires. De nature plutôt calme et pacifique, il y a rarement des conflits ou des guerres de territoire. Le bonobo prône plus facilement la paix que les disputes et les bagarres. Ce singe a d'ailleurs une manière bien à lui pour résoudre les prémices d'un conflit. Le vieil adage « faites l'amour et non la guerre » n'a jamais été aussi bien respecté que chez les bonobos. Il est même exercé au pied de la lettre. Le rapport sexuel est chez ce grand singe aussi bien un moyen de reproduction qu'une méthode de résolution de conflits qui a fait ses preuves. C'est très rare chez les animaux que la sexualité ne se limite pas à la reproduction et inclut également une simple quête du plaisir mutuel. Si les rapports ne durent qu'une poignée de secondes, ils sont très réguliers, généralement plusieurs fois par jour. Ils permettent d'apaiser, mais également d'unifier la tribu. C'est une manière d'exprimer des sentiments affectifs et du plaisir. Très peu d'animaux, à part l'homme, ont des rapports sexuels en face à face. Là encore, les bonobos font partie des rares espèces à en être capables. Ils peuvent s'enlacer et s'embrasser sur la bouche pour exprimer un profond sentiment d'affection, tout comme le feraient les humains. Autre fait plutôt singulier chez ces animaux, outre le fait d'avoir recours à l'acte sexuel sans objectif de reproduction, c'est la possibilité de s'accoupler avec un membre du même sexe. Un mâle et une femelle peuvent s'accoupler, mais deux mâles peuvent s'accoupler entre eux, tout comme deux femelles le feront également si l'occasion se présente. La sexualité joue donc un rôle prépondérant dans la société matriarcale de ces grands singes. La maturité sexuelle d'un bonobo se situe à l'âge de 13 ans environ. Si c'est un mâle, il restera dans sa famille d'origine. Si c'est une femelle, en revanche,
elle partira à la recherche d'un nouveau clan. Dans cette région tropicale de glace et de feu, les paysages sont extraordinaires, tout autant que la faune qui la peuple. Quand on évoque la savane africaine, on pense aux girafes, aux gazelles, aux lions et aux buffles, et quand on songe à la forêt tropicale africaine, c'est plutôt l'immense variété de singes qui y vit qui nous vient en tête. Il est vrai que les gorilles, les bonobos, les chimpanzés, les mandrills et de nombreux autres primates tels que le talapouin du Gabon, le babouin, le colobe ou encore le macaque incarnent à eux seuls la forêt africaine. Mais la jungle équatoriale dans ces contrées regorge d'animaux fantastiques qui méritent que l'on s'y attarde un peu plus longuement. Tu connais sans doute les gazelles. Fines, agiles et rapides, elles courent dans la savane. Cette fois, j'aimerais te présenter une antilope un peu particulière. Une antilope de la forêt, le bongo. Contrairement à certaines espèces cousines du bongo, ici, le mâle et la femelle possèdent tous les deux des cornes. Elles peuvent atteindre 1 mètre de long pour les plus beaux d'entre eux. Pour prendre la fuite et éviter que ces cornes ne deviennent un handicap, en s'accrochant dans la végétation par exemple, les bongos lèvent la tête et plaquent leurs cornes contre leur nuque. Le bongo se sert de ses cornes comme d'un outil pour casser des branches ou encore arracher des racines. Mais ces fameuses cornes ne sont pas son seul atout pour affronter son environnement. Ce bovidé a de belles mensurations. Avec ses 1,25 mètres au garrot et ses 2 mètres de long, le bongo peut peser entre 200 et 400 kg pour les mâles. Sa corpulence est sans doute un avantage puisqu'il n'a que très peu de prédateurs. Cet herbivore se nourrit d'herbes, de racines et de fruits. Il passe la majeure partie de la journée en quête de nourriture. Il faut dire qu'il a besoin de manger en grande quantité pour subvenir à ses besoins. Il parcourt des kilomètres pour se sustenter. Il s'attelle à cette tâche à la nuit tombée jusqu'à ce que le soleil pointe le bout de son nez. La journée, il se repose et se fait discret, caché à l'abri d'un buisson. Tiens, tu vois cette femelle au ventre arrondi ? Elle porte la vie. Comme chez les humains, elle porte généralement un seul petit durant environ 9 mois. Les bongos sont de nature timide, mais très sociables. Les mâles ne sont pas territoriaux, pas plus que les femelles. Il n'est donc pas rare de voir plusieurs mâles au sein d'un même clan. Généralement, ils vivent en petits groupes familiales de 4 à 6 individus. Ils ne sont pas toujours faciles à observer et ont une ouïe très développée. Au moindre bruit, ils s'évaporent dans la nature à la vitesse de l'éclair. Leur meilleur moyen de défense reste la fuite et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont rapides et doués pour cela. Tu comprendras alors que chaque fourmi a un rôle différent à jouer pour la colonie. Il y a de sont si nombreuses, voraces, puissantes et rapides qu'une petite poignée de secondes suffit pour faire disparaître complètement le corps de leur victime. Une fois le festin terminé, l'armée se remet en route. Leur appétit est insatiable. Rien ne résiste à leur passage. Larves, chenilles, araignées, coléoptères, même les scorpions ou les serpents succombent. Elles mordent et découpent, puis aspergent leur proie d'acide formique. Les chairs sont dissoutes, et leurs mandibules puissantes n'ont plus qu'à déchiqueter et se servir. Les fourmis tueuses mangent, digèrent et repassent à l'attaque. Dans le même registre d'animaux tueurs, il y a dans les eaux de ces lacs et fleuves de la forêt un poisson redoutable. On l'appelle le poisson-tigre Goliath. Son nom ne présage rien de bon, n'est-ce pas ? Pour le rencontrer, il faut s'approcher de ce bras de rivière. Ici, nous nous trouvons dans son terrain de jeu favori. Ce carnassier se nourrit exclusivement de proies. Poissons et petits mammifères sont au menu. Malin,
il utilise les courants à son avantage pour se tenir en embuscade. Il sait avancer prudemment et attaquer au moment le plus propice. Sa vue et son ouïe ultra développée lui permettent de détecter facilement ses proies, tandis que ses dents acérées font de lui un prédateur redoutable. 32 dents aiguisées comme des couteaux de forme triangulaire. Elles sont capables de déchiqueter n'importe quelle proie qu'il trouvera à sa portée. Et, au vu de son gabarit titanesque, les plus beaux spécimens peuvent atteindre 1,80 m de long et peser près de 50 kg. Tu imagines facilement les dégâts qu'il peut engendrer. Peu d'animaux lui résistent. A l'inverse, ce redoutable carnassier n'a pas beaucoup de prédateurs à la hauteur, mis à part l'homme. Tu as eu sans aucun doute suffisamment d'émotions. Retournons dans le cœur vert africain à la rencontre d'un animal doux et timide, endémique de cette région équatoriale. Voici un okapi. Subtil mélange entre la gazelle, la girafe et le zèbre, l'apparence de l'okapi est assez singulière. Selon les scientifiques, l'okapi s'apparente à la même espèce que la girafe. On retrouve des pattes antérieures plus longues que les pattes inférieures, mais également de petites cornes osseuses au sommet du crâne, tout comme sa cousine, la girafe. Elle est également équipée d'une langue à toute épreuve. Celle-ci mesure près de 40 cm. Elle lui permet d'atteindre les végétations inaccessibles à d'autres herbivores, mais également à se laver les oreilles. Eh oui, il faut bien qu'un tel organe sache se rendre utile. Contrairement à bon nombre d'herbivores, l'okapi est solitaire. Il ne part à la rencontre de ses congénères que durant la période de reproduction. Avant de quitter le continent africain, j'aimerais faire un petit détour par l'île de Madagascar. L'un de ses habitants nous y attend et tu ne pourras le rencontrer nulle part ailleurs. L'aïaï est un primate nocturne un peu particulier. Il est finalement plus proche du rongeur, de la chauve-souris et du pivert que du singe. Il a de grandes oreilles, contrairement à la majorité des membres de cette famille. Elles lui permettent de capter le moindre petit bruit, mais également d'écolocaliser ses proies, tout comme le ferait une chauve-souris. Il frappe un tronc à plusieurs reprises, ce qui excite les insectes qui se cachent à l'intérieur. Il peut alors repérer leur position grâce à leurs mouvements. Il élabore donc une carte mentale des creux qui sillonnent l'arbre. Il lui suffit ensuite de percer au bon endroit pour récolter le précieux butin. Il a quelques similitudes avec le pivert dans le sens où il martèle lui aussi les troncs. Ce n'est cependant pas avec son bec, mais avec son doigt. Comme tu peux le voir, il contracte régulièrement ses oreilles. Son ouïe est très importante. Elle lui permet de cibler où se trouve précisément la larve tant recherchée sur la carte mentale qu'il s'est faite du tronc. Ensuite, grâce à ses incisives parfaitement aiguisées, il peut ronger l'arbre pour atteindre sa nourriture. Ces incisives poussent continuellement comme les rongeurs. Puissantes, elles parviennent facilement à percer la carapace de cet arbre. Pour autant, tout n'est pas encore gagné pour l'aïaï qui doit maintenant utiliser son doigt non plus comme un marteau, mais comme un crochet, afin de parvenir à remonter l'insecte jusqu'à lui. Laissons le gourmand s'affairer à sa tâche, plus ardue qu'il n'y paraît, et souhaitons-lui bonne chance. Nous devons maintenant rejoindre un autre continent, celui de l'Asie. Avant de te quitter, j'aimerais partir en terre indonésienne à tes côtés et plus précisément sur l'île de Sumatra. Elle est à elle seule l'une des plus riches en biodiversité et abrite 200 espèces de mammifères et plus de 500 oiseaux différents. Certains animaux que nous allons rencontrer ici sont des cousins éloignés en Amazonie ou en Afrique, mais ce sont bel et bien des espèces endémiques de la région que tu ne retrouveras nulle part ailleurs. Ces animaux, pour la plupart, sont menacés d'extinction. Il ne reste plus que 400 spécimens de tigres de Sumatra et nous avons la chance de rencontrer l'un d'entre eux. Les tapirs ou les sangliers sont l'un de ses mets favoris, mais il n'est pas contre un cervidé, des volatiles, des singes ou même des poissons.
Le tigre de Sumatra s'est parfaitement adapté à son milieu. Contrairement à beaucoup de félins, lui, c'est un très bon nageur. Son appétit insatiable le mène parfois à s'attaquer à des proies imposantes comme un jeune rhino ou un petit éléphanteau, à ses risques et périls. S'il est plutôt bon prédateur, il n'est pas toujours récompensé pour ses exploits à la chasse. Il lui arrive très souvent de manquer des proies. Mais lorsqu'il parvient à en maîtriser une, il ne la lâche plus. Un cervidé peut lui apporter 45 kg de viande. Il passera 2 jours environ sur le cadavre pour manger tout ce qui peut l'aider à subvenir à ses besoins. Après quelques heures, il s'accordera une petite sieste digestive avant de reprendre son repas là où il l'avait laissé. Il peut ensuite rester quelques jours sans manger, mais très vite, la faim le gagne et il retentera sa chance. Peut-être avec un lapin de Sumatra ? Ce petit lapin rayé, de couleur grise et brune, évolue dans les forêts montagneuses de l'île. Son pelage est un camouflage parfait pour se fondre dans le décor. De nature discrète, il est très difficile à observer. Tout d'abord, ce petit lapin d'à peine 1,5 kg et 40 cm de long n'est actif que la nuit. La journée, il se terre dans des abris sombres, des trous formés à la base des troncs d'arbres, dans le creux des racines ou encore dans des terriers qu'il s'est confectionnés. Ensuite, il est vif, timide et farouche. Il a sans doute conscience de son extrême vulnérabilité et ne prend aucun risque. Enfin, la rareté de ce lapin fait que très peu d'hommes ont pu l'apercevoir dans son milieu naturel. Seuls des appareils photographiques automatiques cachés dans les forêts ont permis de prendre quelques clichés. Un autre habitant de Sumatra est quant à lui beaucoup moins discret. Il est bien plus bruyant. Le gibbon, même si on l'oublie parfois, fait partie des 5 membres de la famille des grands singes, aux côtés du gorille, du chimpanzé, du bonobo et de l'orang-outan. Comme nous avons pu le voir, une partie d'entre eux est originaire d'Afrique. Mais le gibbon et l'orang-outan, quant à eux, résident uniquement en Asie. Il existe plusieurs espèces de gibbons, notamment le gibbon agile, le gibbon à main blanche, le gibbon de Closs ou encore le siamang. Les gibbons sont les plus petits des grands singes et mesurent entre 70 et 100 cm environ. Contrairement à d'autres espèces de singes, les gibbons ne vont quasiment jamais descendre des arbres. Ils sont arboricoles et dépendent complètement de leur habitat. Ils ne descendent qu'en cas d'extrême nécessité. Ils trouvent en hauteur la sécurité et la nourriture dont ils ont besoin, notamment des fruits et des feuilles, mais aussi parfois des insectes ou des œufs. Ces animaux sont très territoriaux. Un couple se partage un large territoire et le fait savoir à ses congénères. Acrobates hors pair, ce sont aussi des chanteurs d'exception. Écoute. C'est magique d'entendre leurs cris. Le gibbon agile a un sac laryngé. Ce cas fait office de caisse de résonance lorsqu'il gonfle. D'après les scientifiques et les nombreuses études menées sur le sujet, les gibbons ont différentes vocalises. Ils sont capables de produire différentes syllabes et ainsi de coder un message explicite aux autres gibbons d'un territoire voisin. Ceci est leur territoire. Laissons-les vaquer à leurs occupations. D'autres animaux nous attendent. Si je te dis que nous sommes à la recherche d'un autre animal qui vit dans les arbres, je suis à peu près sûr que tu ne songeras pas à un membre de la famille des ursidés. Et pourtant, regarde un peu le jeune ours qui déambule dans les branches juste au-dessus de nous. L'ours malais, appelé également ours des cocotiers, est le plus petit de sa famille. Son pelage est très court. Il faut dire qu'au vu du climat, il n'a pas besoin d'une fourrure dense et fournie pour supporter la dureté de l'hiver. Au contraire, sa morphologie est adaptée au climat équatorial. Il a une tête massive et un peu aplatie, un museau court et une longue langue pour pouvoir s'adonner à son péché préféré, le miel. Ses pattes lui permettent de se débrouiller dans les arbres.
Il a les pieds tournés vers l'intérieur et de longues griffes. Il profite régulièrement d'une sieste dans les hauteurs après s'être confectionné une plateforme de branches et de feuillage. Au sol, cependant, c'est une autre histoire. Il est un peu moins à l'aise. Il ne descend que si le besoin s'en fait véritablement ressentir, notamment pour s'abreuver. Pour le reste, il a tout ce qu'il lui faut dans les hauteurs. Il aime particulièrement le cœur des cocotiers, mais il se délecte avec une gourmandise non dissimulée de miel. N'étant pas trop difficile, il peut également s'offrir des insectes au menu, comme des larves ou des termites s'ils croisent leur chemin. Laissons-le profiter de son festin pour partir à la rencontre d'un félin un peu particulier. Tout comme l'ours malais est l'un des plus petits plantigrades, la panthère nébuleuse est l'une des plus petites espèces de panthères. Elle mesure entre 60 et 100 cm de long et 60 cm au garrot. Elle fait également partie des poids-plumes avec une masse comprise entre 16 et 23 kg environ. Sa queue, quant à elle, est bien plus impressionnante si on la compare au reste de son corps. Elle constitue généralement quasiment la moitié de sa longueur totale. Si la nature l'a dotée d'une queue aussi longue et épaisse, c'est pour lui faciliter la tâche dans ses déplacements. Agile, elle escalade les arbres aussi facilement qu'un singe. Elle est capable de se suspendre à une branche pour en atteindre une autre, ou bien de descendre un tronc la tête en bas. Son pelage l'aide à se confondre avec son environnement. Ses pattes avant sont plus courtes que ses pattes arrière. Ses chevilles postérieures sont plus mobiles et ses canines plus longues que de nombreux autres grands félins. Toutes ces particularités physiques lui permettent d'être un bon chasseur et un merveilleux acrobate. Si la panthère nébuleuse se nourrit de petits cerfs ou de porcs sauvages, elle apprécie les oiseaux, les écureuils ou encore les singes. Même si elle est très talentueuse en hauteur, c'est au sol qu'elle traque ses proies. Elle n'est cependant pas contre une sieste réparatrice sur une large branche après une chasse victorieuse. La chauve-souris géante a de quoi effrayer les plus sensibles d'entre vous. 1,20 m d'envergure. Il a de quoi impressionner. Ses griffes acérées ne sont pas des plus douces non plus. Et pourtant, malgré ce physique spectaculaire, tu n'as absolument rien à craindre de ce magnifique spécimen de chauve-souris géante. Tu vois ces énormes fruits ? Ce sont des pommes jacques. Le jacquier fait partie du même genre botanique que l'arbre à pain. On le retrouve majoritairement en Asie du Sud-Est. Le fruit de cet arbre peut peser jusqu'à 30 kg pour les plus gros spécimens. Riche en vitamines, en fer, en calcium et en magnésium, il est aussi très calorique. Le fruit du jacquier est le péché mignon de la chauve-souris géante. Exclusivement frugivore, elle n'est d'aucune menace pour l'homme. En revanche, les mâles sont très territoriaux et peuvent se battre pour obtenir la meilleure part du butin. Perchée sur une branche, la chauve-souris géante s'aide de ses griffes pour se maintenir en équilibre, tête en bas. Elle n'a ensuite qu'à se délecter du précieux fruit en faisant attention de ne pas éveiller les convoitises. Avant de quitter la forêt, tu dois rencontrer l'un de ses plus beaux emblèmes, l'éléphant de Sumatra. En Asie, l'éléphant est plus petit et moins charismatique que celui d'Afrique. Il habite les forêts tropicales et au fil de son évolution, il a dû s'adapter aux zones de végétation basse et aux buissons. On reconnaît l'éléphant d'Asie à ses oreilles plus petites qui laissent entrevoir l'épaule et à son dos voûté. L'éléphant de Sumatra est une sous-espèce de l'éléphant d'Asie. Ces éléphants sont plus fins et plus petits que leurs cousins du continent. Il faut dire que sur l'île, la végétation est très dense. Chez les éléphants, c'est la plus âgée des femelles qui mène le groupe. Elle guide le troupeau en quête de nourriture vers des herbes grasses et tendres, mais elle les dirige régulièrement près du fleuve pour s'abreuver ou se laver des parasites en opérant une douche thérapeutique.
L'éléphant de Sumatra est un gros mangeur. Il faut entre 100 et 150 kg de nourriture par jour pour un seul individu. Son menu se constitue d'herbes, de jeunes pousses et de racines. Ce n'est donc pas étonnant qu'il passe le plus clair de son temps à se nourrir. Ce colosse asiatique dort très peu, seulement 4 heures par jour environ. Le reste du temps, il le passe à se nourrir. Le pachyderme boit également beaucoup. C'est pourquoi il ne s'éloigne jamais trop d'un point d'eau. Les rivières et les affluents ne manquent pas dans la région, et il trouve donc facilement son bonheur. Tu vois cet éléphant s'abreuver ? Il se sert de sa trompe. Elle est composée de plus de 100 000 muscles et complètement dépourvue d'eau. Pour les plus gros spécimens, la trompe peut peser à elle seule près de 100 kg. La trompe est un véritable outil. Elle lui permet de boire et de manger, de sentir, mais aussi de déplacer un tronc, de se gratter, de s'asperger d'eau ou de poussière, ou encore d'enlacer un membre du troupeau en signe d'affection. Le groupe que tu peux voir évoluer ici est constitué essentiellement de femelles. Les mâles quittent la tribu vers l'âge de 14 ans. Il vit alors une vie en solitaire et cela lui convient parfaitement. Il est plutôt d'humeur changeante et il faut se méfier de son tempérament parfois agressif. Il ne cherchera la compagnie de ses congénères que durant la période de reproduction. Cette femelle est gestante. Elle portera son petit environ 22 mois, puis elle l'allaite durant les 4 premières années de sa vie. Elle bénéficiera pour cela du soutien des autres femelles qui la protégeront, elle et le jeune éléphanteau, coûte que coûte. La solidarité entre les membres du groupe est sans faille. Lorsqu'ils perdent l'un des leurs, l'émotion est très forte. Ils expriment leur tristesse en se rassemblant autour du corps et en l'effleurant avec leurs trompes et leurs pattes. Cette cérémonie peut durer de longues minutes ou des heures. Ils pleurent leur mort. En Occident, l'éléphant est souvent symbole de mémoire. Il a en effet une très bonne mémoire, aussi bien visuelle qu'auditive. Cela lui permet, même bien des années plus tard, de se souvenir d'un son ou d'un lieu particulier et ainsi se protéger de certains dangers. Chez les bouddhistes, il représente l'éveil et la force mentale, tandis que chez les hindous, il incarne la chance, la fortune, la protection et la bénédiction. L'éléphant est sans doute un peu tout cela à la fois. Notre voyage touche maintenant à sa fin. Si la nature peut être dangereuse et hostile, j'espère que tu retiendras également toute sa beauté, sa force et son humilité. Chacune des espèces que nous avons rencontrées lutte chaque jour pour sa survie, tantôt avec bravoure, tantôt avec ingéniosité, mais toujours avec un profond respect pour la nature et la vie elle-même. L'homme a finalement bien plus à apprendre de la jungle qu'il ne le croit.